Imaginez grandir dans une maison où le simple fait d'exister est déjà un motif de rejet. Elias, le fils qui n'a jamais reçu le nom de son père, a vécu sous le poids du mépris et des doutes. Alors que ses frères partageaient leurs rires et leurs réalisations, lui seul portait le fardeau de ne pas y appartenir. Mais que feriez-vous si, après une vie d'abandon et de trahison, la même personne qui vous a tout refusé apparaissait à votre porte pour implorer pardon? Préparez-vous pour une histoire qui remuera vos émotions, pleine de rebondissements, de rédemption et du pouvoir transformateur du pardon. Ne quittez pas les yeux, car la réponse à la question que vous ne saviez même pas devoir poser se trouve ici, au cours de ce voyage. Ce garçon, ce ne peut pas être le mien, murmura Eduardo, les yeux fixés sur le mur, comme si Elias était une ombre inconfortable au fond de la pièce. Elias, encore âgé de 8 ans seulement, était assis au pied de l'escalier, serrant ses genoux, tout en écoutant la conversation de son père avec l'un des employés. Les mots, même prononcés à voix basse, résonnaient comme le tonnerre dans ses oreilles. Il détourna le regard, essayant de ne pas pleurer, mais la douleur qui lui serrait la poitrine était impossible à ignorer. Dans cette maison, le silence d'Eli parlait toujours plus fort. Il savait que sa peau foncée et ses traits différents le distinguaient de ses autres frères. Sofia, l'aînée, a remarqué la tension. Ce soir-là, elle est venue s'asseoir à côté de lui offrant un sourire timide. « Maman dit que tu es spécial, Elias. »« Ne laisse pas papa te faire du mal, » murmura-t-il en lui tenant fermement la main. Eli n'a pas répondu. Dans sa tête, « spécial » sonnait comme une excuse. Sa mère disait toujours cela, mais il savait que le regard sévère d'Eduardo était plus fort que toute consolation. Les jours passèrent et la relation avec son père ne s'améliora jamais. Tandis que les autres frères jouaient dans le jardin ou recevaient des éloges pour les dessins qu'ils faisaient, Elias était ignoré. Il préférait passer ses après-midi dans la cuisine, aidant sa mère. Elle l'accueillit avec des câlins serrés et un sourire chaleureux. « Tu n'as pas besoin du monde, mon fils. Le monde a besoin de vous, » dit-elle, en remuant la soupe sur la cuisinière. Cependant, ces mots ne pouvaient pas effacer ce à quoi Elijah fut confronté lorsqu'Eduardo entra par la porte principale, emportant avec lui le poids de son mépris. Un soir, après avoir fini de dîner, Eduardo a appelé Elias pour lui parler. C'était rare. Elias est arrivé au bureau le cœur battant, les mains moites. « Tu ne me ressembles pas. Cela ne ressemble pas à cette famille. » La voix d'Eduardo était froide. « Et je ne te permettrai pas de rester ici. Demain, je commencerai les arrangements pour que tu deviennes un homme. » Elijah déglutit. Il n'y a eu ni larmes, ni protestation. Il se contenta de regarder Eduardo, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait être si indifférent à son propre sang. Le lendemain matin, la décision était prise. Eduardo avait enrôlé Elias au service militaire, un destin qu'il ne comprenait même pas. Sofia était la seule à pleurer en lui disant au revoir. Clara, la deuxième sœur la plus proche, était silencieuse, mais ses yeux étaient remplis de tristesse. La mère d'Elias le serra fort dans ses bras, retenant ses larmes pour qu'Eduardo ne la voie pas. « Peu importe où tu es, je serai toujours avec toi, » murmura-t-il. Lorsque la voiture l'a emmené, Elias a regardé par la fenêtre, essayant d'enregistrer chaque détail de cette maison qui, bien que froide, était la seule qu'il connaissait. Le ciel était gris et une légère bruine recouvrait le pare-brise. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était sûre, il était seul. Elias sentait le poids des bottes sur ses pieds alors qu'il marchait avec les autres recrues. Chaque pas résonnait sur le sol froid de la caserne, mais dans son esprit, le son répétitif était un rappel constant de son exclusion. Il n'était pas comme les autres garçons. Il n'était pas sûr d'avoir un foyer qui l'attendrait à la fin de son service, ni des lettres chaleureuses que beaucoup recevaient. La caserne était plus qu'un entraînement physique, c'était une épreuve émotionnelle qu'il était déterminé à surmonter. Les premiers mois furent une adaptation silencieuse. Elias essayait de trouver un rythme dans la routine militaire.
Il s'est réveillé tôt, a enduré le froid et a exécuté tous les ordres de ses supérieurs. Il ne s'est pas plaint. Il n'avait jamais été du genre à se plaindre. Son attitude réservée attirait l'attention de ses compagnons qui le poussaient parfois à tenter de briser son silence. Mais Elijah se contentait de regarder, comme s'il absorbait tout pour se renforcer. « Pensez-vous que vous êtes meilleur que nous ?» a taquiné une recrue un soir. Élie n'a pas répondu. Il a simplement tourné le dos et est retourné à sa couchette. Au fond, il savait que les provocations venaient de ceux qui ne connaissaient pas son histoire, et il ne ressentait pas le besoin de s'expliquer. Lors des nuits solitaires, tandis que les autres soldats riaient et racontaient des histoires sur leur famille, Élias écrivait des lettres à sa mère. C'était son seul lien avec le monde, qui selon lui avait un semblant d'amour. « Maman, c'est très différent de la maison. Je ne sais pas si je vais mieux ou si je suis simplement plus fatigué. Je voulais juste entendre ta voix une fois de plus, » écrit-il un soir, pliant soigneusement le papier avant de le mettre dans sa poche. Il n'a jamais envoyé cette lettre. Le temps passa, et à la fin de son service militaire, Élias regardait l'horizon avec un étrange mélange de liberté et de peur. Il n'avait pas de plan. La seule certitude était qu'il ne retournerait pas dans la maison où Eduardo commandait encore tout avec un visage sévère. Après des semaines d'errance dans la ville, il obtient un modeste emploi dans une petite entreprise de transport. Charger et décharger les marchandises était épuisant, mais Élias trouvait dans le travail un réconfort inattendu. Il a appris rapidement et a montré à ses collègues que même sans le soutien de sa famille, il pouvait se démarquer par son dévouement. Son éthique était impressionnante et il a progressivement gagné la confiance de ses supérieurs. Chaque tâche accomplie, chaque compliment reçu était comme une brique dans un mur qu'il construisait pour se protéger du passé. Malgré cela, il ne s'est jamais complètement séparé de sa famille. Clara, sa sœur la plus proche, était sa confidente. Ils échangèrent de longues lettres, pleines de petits détails de la vie quotidienne. Clara écrivait sur les disputes entre ses frères, sur la manière dont Sofia essayait d'arbitrer les conflits, et finissait toujours par dire à quel point il lui manquait. « Tu es plus fort que tu ne le penses, Élias. Je suis fier de toi, même de loin », a écrit Clara un jour. Élias gardait chaque lettre avec soin, comme s'il s'agissait de morceaux d'une maison qu'il n'avait jamais vraiment connue. Petit à petit, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin du nom de famille, ni de l'approbation d'Eduardo pour avancer. Sofia et Clara suffisaient. Avec eux, Élias sentait qu'il avait encore un lien avec le passé, un fil qui l'aidait à continuer à lutter pour un avenir meilleur. Élias essuya la sueur de son front, tandis qu'il déchargeait les derniers cartons du camion. Le travail était dur, mais il était fier de chaque journée accomplie. Dans les couloirs de l'entreprise, il était respecté pour son dévouement et sa capacité à relever les défis. C'était comme s'il avait enfin trouvé quelque chose qui ne pouvait lui être enlevé. C'est au cours d'un après-midi chargé qu'il la rencontra. Isabella travaillait dans le secteur administratif et avait un sourire qui semblait illuminer n'importe quelle pièce. Les deux hommes commencèrent à discuter avec désinvolture, d'abord du travail, puis de petits détails de leur vie. Les conversations ont évolué vers des réunions en dehors du bureau, et bientôt, Élias s'est rendu compte qu'il avait trouvé quelqu'un qui le faisait se sentir complet. « Élias, as-tu déjà pensé à ce que ce serait d'avoir une famille ?» a-t-elle demandé lors d'un après-midi tranquille dans le parc. Il hésita un moment avant de répondre. « Je pense que oui, mais j'ai toujours eu peur de ne pas savoir comment être un bon père. Je n'ai jamais eu d'exemple à suivre. » Isabella lui tenait doucement la main. « C'est peut-être exactement pour ça que tu seras incroyable, parce que tu sais ce que tu ne devrais pas faire. » Au fil des années, ils se sont mariés et ont eu une fille, Louisa. Elijah ressentit un bonheur qu'il n'avait jamais connu auparavant. Le sourire de la petite fille égayait ses journées et pour la première fois, il croyait pouvoir construire quelque chose de vraiment valable. Mais les ombres du passé persistaient. Les insécurités qu'Élias portait ont commencé à s'infiltrer dans sa vie de famille.
Il travaillait tard, évitant souvent de faire face à ses propres peurs et traumatismes. Isabella essaya d'atteindre son cœur, mais il semblait s'éloigner de plus en plus. Puis vint le coup auquel il ne s'attendait pas. Après un voyage de travail, Elias a décidé de rentrer tôt chez lui pour surprendre sa femme et sa fille. En entrant, il remarqua un étrange silence. Il monta les escaliers lentement, ressentant le poids d'une sombre intuition. Lorsqu'il ouvrit la porte de la chambre, il trouva Isabella avec un autre homme. Il resta immobile pendant quelques secondes, comme si le monde autour de lui s'était arrêté. Isabella se leva rapidement, l'expression de son visage oscillant entre le choc et la culpabilité. « Elias, je peux expliquer... » commença-t-elle, mais sa voix fut noyée par le bruit de ses propres pas, alors qu'il s'éloignait sans se retourner. Dans les jours qui suivirent, Elias sombra dans l'alcool. L'homme qui s'était battu si durement pour s'élever disparaissait, se noyant dans un océan de douleur et d'autodestruction. Il se détourna de Louisa, incapable de la regarder sans ressentir le poids de la trahison et de l'échec. Chaque bouteille vidée semblait éteindre un peu plus la lumière qu'il avait trouvée. « Tu ne comprends pas ce que je vis !» a-t-il crié lors d'une rare dispute avec Clara au téléphone lorsqu'elle essayait de l'aider. « Non, Elias, c'est toi qui ne comprends pas. Vous détruisez tout ce pourquoi vous vous êtes battu. Pour l'amour de Dieu, battez-vous pour votre fille, sinon pour vous-même, a-t-elle répondu en larmes. Mais Elijah ne pouvait pas se battre. J'avais l'impression d'avoir encore tout perdu. Et cette fois, il ne savait pas comment se relever. Mathéus a grandi en observant les ombres laissées par son père. Même en son absence, Élie était présent dans chaque souvenir douloureux. En grandissant, le garçon a juré qu'il serait différent. Il ne laisserait pas les marques du passé définir son avenir. Il se consacre à ses études, déterminé à construire une vie qui ne reflète pas les erreurs de son père. Pendant des années, Mathéus a nourri un mélange de compassion et de ressentiment. Il savait qu'Élie faisait face à ses propres démons, mais cela n'effaçait pas les moments où il se sentait abandonné. Malgré cela, j'ai essayé de maintenir un lien avec lui, même s'il était fragile. Quelques brèves visites et appels sporadiques étaient tout ce qu'il pouvait gérer, mais Mathéus a toujours cru qu'il y avait quelque chose de plus chez son père, une partie qu'il n'a jamais vraiment connue. Quand Elias le chercha à nouveau, Mathéus fut déchiré. L'homme qui apparut à sa porte était mince, avec de profonds cernes sous les yeux et des épaules voûtées. C'était un reflet brisé du père dont il se souvenait. Malgré cela, les paroles d'Élie ont apporté une étincelle d'espoir. « Fils, j'ai besoin d'une chance de recommencer. Je veux prouver que je peux être meilleur, » a déclaré Elias, la voix brisée. Mathéus hésita. « Que dois-je faire ?» Après tout, pouvait-elle lui faire confiance? Il a décidé de lui donner une chance. Il a vendu la maison qu'il avait héritée de sa grand-mère, croyant à la promesse d'Elias selon laquelle ils utiliseraient l'argent pour commencer une nouvelle vie. Mais, comme auparavant, Élie disparut. Les jours qui suivirent furent marqués par une profonde déception. Mathéus s'est enfermé dans la maison, essayant de comprendre comment il avait permis que cela se produise. La trahison de son père pesait plus que toute autre chose. Mais au lieu de succomber à la colère, Mathéus a pris une décision. Il briserait définitivement le cycle de la douleur. Concentré sur son travail et sa propre famille, Mathéus s'est à nouveau relevé. Au fil du temps, il est devenu un leader dans son domaine, reconnu pour son éthique et sa détermination. C'était un exemple de résilience, quelqu'un qui avait transformé la douleur en force. Cependant, même au milieu de ses réalisations, il y avait quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. La figure d'Elias occupait toujours une place importante dans son esprit. Il y a eu des moments où Mathéus réfléchissait à ce que signifiait pardonner. Malgré la blessure, il savait qu'une colère constante n'était pas quelque chose qu'il voulait porter. Ses filles, jeunes et pleines de vie, rappelaient quotidiennement à quel point l'amour pouvait surmonter les défis. Il s'est consacré à eux avec toute l'affection qu'il n'a jamais reçue d'Élie. « Papa, tu dis toujours qu'on peut recommencer », dit un soir sa fille aînée. « Grand-père pourrait-il le faire aussi ?»
Mathéus resta longtemps silencieux après la question. Que pouvait-il répondre? Y avait-il de l'espoir pour quelqu'un comme Elijah? L'idée a commencé à germer. Malgré tout, il y avait peut-être encore un chemin vers la réconciliation. C'était une pensée difficile, mais inévitable. Mathéus savait que s'il voulait enseigner la compassion à ses filles, il lui faudrait donner l'exemple. Même avec les cicatrices du passé, il était prêt à reconsidérer sa décision. Et c'est ce qui a commencé à tout changer. Les retrouvailles ont eu lieu un dimanche matin. Mathéus, assis dans le jardin avec ses filles, entendit le son de la sonnette. Il ne s'attendait pas à des visiteurs. Lorsqu'il ouvrit la porte, il tomba sur Elias. L'homme devant lui était une image de fragilité. Ses épaules étaient cambrées et son regard était un mélange de honte et de supplication. « Mathéus » commença Elias, mais sa voix s'éteignit. « Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste te dire que je suis désolé. » Mathéus restait immobile, les souvenirs envahissant son esprit comme une inondation. Il ressentait la colère qu'il avait appris à contrôler il y a si longtemps, mais aussi quelque chose de plus profond, la compassion. Les paroles de sa fille résonnaient dans son esprit. « Grand-père peut-il aussi recommencer ?»« Entrez, père, dit-il enfin en s'écartant pour céder le passage. » Elias entra, hésitant, et suivit Mathéus jusqu'au salon. Les filles de Mathéus les regardaient avec curiosité, remarquant la tension qui régnait dans l'air. Après quelques instants de silence, Elijah parla, la voix tremblante. « J'ai tout perdu. Et quand j'ai perdu, j'ai réalisé que ce que je voulais le plus, c'était revenir vers toi. Je ne mérite pas votre gentillesse, mais je suis là, parce que je ne sais pas où aller. » Mathéus le regarda, évaluant les mots. Ce n'était pas facile d'oublier les blessures, mais quelque chose dans son expression montrait de la sincérité. Il soupira et montra le canapé. « Asseyez-vous. Parlons. » Les heures suivantes furent remplies d'histoires et de confessions qu'Elijah n'avait jamais partagées. Il a parlé des années qu'il a passées perdues, de la façon dont le poids de la culpabilité l'a consumé. Mathéus écoutait en silence, permettant à son père de révéler chaque fragment de douleur qui l'avait amené ici. Au fil du temps, la relation a commencé à se reconstruire. Elias n'a pas demandé à être libre. Il proposa d'aider l'entreprise de Mathéus, désireux de montrer qu'il pouvait encore être utile. Malgré les réserves initiales, Mathéus a accepté. Il confiait à son père des tâches simples, observant de près son comportement. À la surprise de Mathéus, Elias a fait preuve de discipline et de détermination. C'était un homme qui savait que c'était sa dernière chance. Dans son travail, il a trouvé un but, et chez ses petits-enfants, une source de joie. Chacun de leurs sourires semblait guérir une petite partie de son âme. Il l'appelait « grand-père », un titre qu'il n'avait jamais cru mériter, mais qu'il portait désormais avec fierté. Une nuit, alors que Mathéus et Elias étaient dans le jardin, le père regarda son fils avec les larmes aux yeux. « Merci de ne pas m'avoir abandonné. Tu étais plus un homme que moi. » Mathéus sourit, sentant le poids de ses mots. « Il ne s'agit pas de qui nous étions, papa. Il s'agit de qui nous décidons d'être à partir de maintenant. Les jours se sont transformés en mois et les mois en années. Élie est resté ferme sur sa promesse d'être un homme meilleur. Au fil du temps, il est devenu une figure centrale dans la vie de ses petites filles qu'il adorait inconditionnellement. Mathéus savait que le pardon n'effaçait pas le passé, mais permettait de créer un avenir différent. En regardant ses petites filles jouer dans le jardin, Elijah a ressenti une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois, il croyait pouvoir avoir une place au soleil, entouré de ceux qui choisissaient de l'aimer malgré tout.